Bonjour, je suis Hélène Frébourg. Je suis coach et auteure sur la question du mieux vivre avec la fibromyalgie, mieux vivre avec la maladie chronique. Et pour la 4e saison de mon podcast, j'ai décidé d'ouvrir les horizons avec le Cercle Joyeux du mieux vivre. C'est le podcast qui réunit les entrepreneurs de la vie avec écologie et solidarité joyeuse. Alors, je souhaite rassembler des auditeurs qui sont en transition de vie avec au cœur de leur problématique de projet de vie, la santé et l'écologie de leur vie. Ça veut dire des personnes qui souhaitent préserver ou restaurer leur santé et donc faire des choix qui les rapprochent de la nature, du vivant et d'une écologie joyeuse. Ces auditeurs souhaitent découvrir ou mieux connaître la permaculture et faire leur transition écologique en ouvrant d'abord leur champ des possibles. Bien évidemment, ce podcast est destiné aux malades chroniques dans la continuité des 3 précédentes saisons et en cohérence avec mon coaching du mieux vivre avec la maladie chronique. Mais aussi, ce podcast s'adresse à ceux qui ont une vraie démarche de santé avec leur écosystème de vie autour de la valeur de l'autonomie, être acteur de sa vie. Alors, je commence par rappeler une statistique édifiante. Un Français sur 5 est concerné par la maladie chronique avec toutes ces maladies inflammatoires, métaboliques, environnementales. Un Français sur 5 et je ne parle pas du cancer. Ça veut dire que chacun connaît un malade chronique. Ça veut dire aussi que grosso modo, 80% des personnes souhaiteraient bien ne pas avoir de maladie chronique liée à des dérèglements de notre environnement de vie. Ça veut surtout dire que chacun est concerné par la question du mieux vivre avec la santé. Et donc, voilà pourquoi j'ai décidé de créer ce podcast. Le Cercle Joyeux du mieux vivre, c'est le podcast qui réunit les entrepreneurs de la vie avec écologie et solidarité joyeuse. J'invite donc sur ce podcast des experts sur un très large champ des possibles pour parler des différents choix à faire pour notre projet de vie en santé. Alors, j'invite des experts aux horizons ouverts et constructifs sur les différentes sphères de l'écosystème de vie. Et aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de recevoir Franck Chen, directeur d'Inative, bureau de conseil en communication globale, installé à la Possiblerie et allié à l'écosphère Agélos à Bordeaux. Alors, bonjour Franck Chen, merci d'avoir accepté mon invitation pour le lancement du podcast Le Cercle Joyeux du mieux vivre. Alors, on a fait connaissance dans les années 2007-2010 quand j'étais à Bordeaux et on travaillait tous les deux dans la communication dans le secteur du vin. Et toi, depuis 2010, tu as développé ton activité dans la communication et tu as maintenant ton agence de conseil Inative. Alors, est-ce que tu peux commencer par nous expliquer ce que tu fais avec Inative et la raison d'être de ton agence de communication? Oui, alors, écoute, le métier d'Inative, en fait, c'est le conseil en communication. Eh bien, ça veut dire que nous accompagnons nos clients, entreprises, associations, collectivités, à diffuser les bons messages sur les bons supports de communication auprès des publics concernés, dans le bon ordre, au bon moment. En fait, c'est du conseil en communication. Et ce conseil, eh bien, il est accompagné de production d'outils. C'est-à-dire que nous créons des marques. Alors, créer une marque, c'est inventer des noms d'entreprises, d'événements. C'est du naming, en fait, ou ce qu'on appelle en bon français la création d'identité nominale. Voilà. On dessine des logos, on dessine beaucoup, on aime ça. On conçoit des sites internet, des plaquettes, on écrit des contenus. Voilà, donc si tu veux, jusqu'ici, c'est somme toute les outils classiques que créent la plupart des agences de communication.
Et je dirais que là où on se singularise, c'est plutôt sur notre manière de le faire, en vérité. Voilà. C'est-à-dire on va accompagner nos clients avec une approche de co-construction, en fait. Voilà. C'est-à-dire qu'on utilise des méthodes et des outils basés sur la sociocratie et qu'on applique à la communication. Donc, en fait, c'est un bon moyen pour que le client il participe pleinement à l'aventure de sa communication. Voilà, après, on va faire en sorte que les supports de communication que l'on imagine, bah, ils aient une teinte éco-responsable. Par exemple, les sites Internet, on va appliquer autant que possible le Green Code Label. C'est-à-dire qu'on fait des sites allégés en code qui vont être moins énergivores. Je te parlais un peu d'impression, de support de com, de plaquettes. Ben, on n'imprime que si nécessaire, pas systématiquement. Si on imprime, on va essayer de le faire avec des encres végétales, des papiers PEFC, etc. Et puis, on va aussi inciter nos clients à se poser la question du sens, en fait. C'est-à-dire à toujours se dire pourquoi plutôt que comment. Ça paraît bête, hein, mais finalement, j'aime bien l'idée de les faire réfléchir sur le fait que leurs clients, ils n'achètent pas ce qu'ils font uniquement, mais surtout ce pourquoi ils le font. Et du coup, tu vois, d'intégrer cette idée, cette réflexion-là, ben ça permet vraiment de travailler sur le pourquoi. C'est vachement plus intéressant que juste de faire un outil finalement. Et puis voilà, puis on va privilégier les collaborations locales, c'est-à-dire que on va plutôt favoriser la proximité géographique dans nos co-traitances, nos sous-traitances, voilà, essayer de travailler de façon rapprochée. Et puis, ben, tu vois, cette approche, elle se concrétise par une raison d'être, en effet. Voilà, on a mis longtemps à la sortir, mais tu sais, c'est comme un arbre qui pousse. À un moment, tu fais, waouh, tu es content d'avoir trouvé une raison d'être. Et nous, aujourd'hui, on considère que c'est de bâtir la communication d'organisations et de dirigeants qui ont l'audace de faire les choses autrement et qui contribuent à l'émergence d'un monde meilleur. Voilà, c'est ce qui nous tient à cœur. Alors, un monde meilleur, on peut tous avoir sa définition. Hein. Pour nous, ce sont des activités qui vont toucher le milieu de la santé, de l'environnement, du bien-être, de l'insertion, de la culture, voilà, toutes ces choses-là. Et donc, si tu veux, mon challenge au quotidien, bah, c'est de pouvoir concilier cette communication éthique, le soin de la planète et puis des relations humaines épanouissantes. Voilà. Et de fait, c'est pour ça que dans le parcours d'Inative, aujourd'hui, bah, on a choisi de poser nos bagages sur 2 lieux différents finalement. On a un premier bureau au sein de l'Écosphère à Gélos, voilà, c'est à Bordeaux. Et puis on a aussi un bureau à la campagne, à la Possiblerie. Donc pour l'Écosphère à Gélos, en quelques mots, ben, c'est un groupement d'agences de communication éco-responsables qui est certifié B Corp. C'est un label qui est octroyé aux sociétés commerciales qui répondent à des exigences sociétales et environnementales. Voilà, c'est un endroit qui est génial parce qu'on est une trentaine d'experts de la communication à y vivre et c'est un lieu qui est vraiment propice à la créativité. Et puis, pour dire quelques mots sur la Possiblerie, c'est là où on a notre second bureau. Ben là, c'est un écolieu rural qui est idéal pour se ressourcer finalement et puis où on apprend à faire ensemble. Voilà. Eh ben, c'est super. Quel beau parcours. Ça fait, comme je l'ai dit en introduction, ça fait plus d'une dizaine d'années qu'on se connaît et qu'on se suit. Bon, maintenant, je suis en Normandie depuis un petit moment, mais je suivais ce que tu faisais. Et justement, en mars 2020, tu nous as indiqué sur tes réseaux sociaux de suivre. On était en plein dans le choc du confinement. Et puis, d'un seul coup, il y a un soleil qui est arrivé. Tu nous as dit de suivre le documentaire Le Temps des arbres qui avait été tourné dans les vignobles du domaine Grelier au nord de Bordeaux. Alors évidemment, j'ai regardé et on a pu découvrir une approche très innovante du vignoble avec notamment la plantation de 500 arbres dans les vignes, des refuges pour les oiseaux et les chauves-souris et puis toute une démarche pour faire revenir la biodiversité dans les vignes avec l'esprit de la permaculture et puis le renouveau sur la méthode des jardins-forêts. Bref, c'était extraordinaire. Et du coup, je suis allée voir un petit peu plus sur ce fameux domaine Grelier. J'ai découvert la Possiblerie et puis j'ai découvert que tu en faisais partie. Là, tu viens de l'évoquer. Alors, raconte-nous comment toi, tu es arrivé à la Possiblerie et qu'est-ce que c'est ce projet et qu'est-ce que tu fais toi là-dedans? En fait, la genèse de l'histoire de la Possiblerie et de mon lien avec la Possiblerie, comme tu l'as dit, c'est effectivement le domaine Émile Grelier.
que j'ai rencontrés, parce qu'en fait, ce sont des voisins, hein. Ils sont sur la commune voisine où j'habite, là, à la Ruscade, et le domaine Émile Grelier, lui, il est à la Pouillade. Et en fait, là, j'ai découvert un vignoble qui travaille en bio, c'est-à-dire avec zéro pesticide, zéro labour. J'ai appris que c'était bien de laisser la terre, de ne pas la labourer, de la laisser faire sa vie. Il n'y a pas d'engrais chimiques. Et sur ce vignoble, ben, j'ai découvert que Delphine et Benoît ont planté plus de 800 arbres. Ils ont installé une cinquantaine de nichoirs, des mares pour réguler la biodiversité. Voilà, j'étais interpellé par le fait que moi, j'ai toujours vécu au milieu des vignes. J'ai toujours vu ça comme une monoculture. Et j'ai pris conscience qu'en mettant des arbres, tu favorisais la biodiversité, quoi. Donc, c'était un vrai choc et ça amenait plein de questions pour moi. Et puis pour Delphine et Benoît aussi, parce que ce qui est génial avec eux, c'est qu'ils sont toujours en train de se questionner sur comment on fait pour accompagner la nature, pas la contraindre, vivre avec. Et donc, eux, ils ont souhaité témoigner à plus grande échelle de leur démarche. Et ils m'ont fait savoir qu'ils auraient aimé acheter le château La Bardonne, voilà, qui a quelques encablures du domaine Émile Grelier, mais qu'ils n'avaient pas les sous, hein, pour acheter ce château. Et finalement, plutôt que de s'adresser à une banque, ils ont eu l'idée de chercher des associés pour trouver des fonds. Et à force d'abnégation, de volonté, de courage, et puis de talent aussi, parce que ce sont des bons communicants, ils ont réussi le pari, quoi. Ils ont pu trouver une centaine d'associés. Et tous ensemble, on a pu concrétiser l'opération, c'est-à-dire lever les fonds et puis acheter ce château. Voilà. Et hop, attends, j'ouvre à mon chat. Il y a le chat qui veut faire le podcast. Vas-y, vas-y. Et oui, c'est pas la première fois qu'on a la visite d'un chat pendant le podcast. Et moi, je trouve ça très rigolo parce que on est là pour parler d'écologie et du vivant. Donc voilà, ça va, le chat est sorti. Le chat est sorti, c'est les joies du live pour le coup. Oui, oui, et je disais en t'attendant que on est en train de parler du lien avec le vivant. Et voilà, il y a toujours. C'est pas la première fois qu'il y a un chat qui vient dans le podcast, hein, donc c'est très Ouais, rigolo. d'accord. Bon, peut-être qu'il Alors, reviendra. donc vous avez acheté tous ensemble ce fameux château et de là, c'est devenu un espace collaboratif. Raconte-nous un petit peu ce que c'est la Ouais, tout à postillerie. fait. Oui, parce que comme je te le disais, c'est le château La Bardonne qu'on a acheté tous ensemble. Et alors, pourquoi on l'appelle la postillerie? Parce qu'aujourd'hui, c'est bien plus qu'un château viticole. En fait, c'est devenu un espace paysan, hybride et collaboratif en faveur du changement. C'est comme ça qu'on le définit. Alors, il est d'abord paysan parce qu'en fait, il abrite des métiers agricoles. Je t'ai parlé de Delphine et Benoît qui sont les vignerons. Il y a aussi des maraîchers qui y vivent aujourd'hui, c'est-à-dire Paul et Alison, qui se sont installés à la postillerie. Et donc, avec Delphine et Benoît, tous ensemble, finalement, ils mutualisent leurs moyens parce qu'ils ont des besoins relativement proches. Il est hybride aussi, le lieu, parce que il abrite pas que des métiers agricoles. Tu as aussi des métiers d'artisanat. Tu as Lisa Ribé qui a installé son atelier de cuir upcyclé. Il y a Jérôme Bourneau qui a installé son activité de brasserie de bière bio. Là, plus récemment, on a Pierre Donnet qui a un projet de conserverie artisanale. Et puis, tu as Inative, notre agence de conseil en communication. Donc voilà, tu vois, c'est hybride. Et puis, il est collaboratif parce qu'en fait, il s'agit là quand même d'inventer un nouveau modèle économique, hein, pour nous, où on apprend à faire ensemble. Tu as d'un côté les associés, la centaine d'associés de la SC, de la société civile. Tu as encore à côté donc tous les locataires que je viens de te présenter, les entrepreneurs qui font vivre le lieu. Et puis encore à côté, tu as une association qui est chargée de faire vivre ces espaces. Donc voilà, c'est une organisation assez complexe en vérité qu'on essaie de faire vivre. Et puis cet endroit, il est en faveur du changement parce que le but, c'est de porter un projet écologique humain, joyeux, participatif. C'est de produire, consommer, travailler localement. Et puis, c'est de faire en sorte, autant possible, d'accompagner les changements de comportement. Voilà.
Eh ben, c'est extraordinaire. C'est bien ce que j'avais cru voir en suivant sur les réseaux sociaux et sur les différents types de communication. Et ça m'intéresse d'autant plus que, bah, justement, si j'ai fait ce podcast, c'est parce que j'ai un projet, moi aussi, de créer un tiers-lieu en Normandie pour faire un lieu d'incubation de projets de vie avec bah, l'esprit de la permaculture et puis se centrer sur la question du mieux vivre avec la maladie chronique, mais ça veut dire en prévention avec la santé et d'abord faire le lien entre l'alimentation et la santé. Donc effectivement, je suis en observation des autres tiers-lieux, écolieux. Il y a tous les noms possibles qui sont en train de sortir actuellement sur ces nouvelles démarches. Moi, j'en suis au tout début du début. Je suis vraiment avec mon intention. Là, je fais du coaching en ligne auprès des malades chroniques et c'est déjà toute une activité à créer sur une cible de personnes qui est assez difficile à approcher et dans un sens, heureusement que je suis moi-même malade pour qu'on se comprenne bien et qu'on soit au cœur des problématiques. Mais je voudrais ouvrir bah, comme tu expliquais là, toi, dans ton projet, cet aspect d'intelligence collective et puis le rassemblement de plusieurs métiers pour faire quelque chose. Donc, c'est une des raisons pour lesquelles je t'invite sur ce podcast. Et bah, est-ce que justement, tu peux nous expliquer cette démarche pour constituer un collectif Là, tu as expliqué qu'il y a 3 types de structures, celle qui a acheté, celle qui fait vivre les événements et ceux qui créent une activité économique. Donc déjà, c'est tout j'imagine, tout un cheminement et comment les premiers pas ont été faits et comment on arrive à constituer un collectif et se mettre d'accord. Parce que déjà à deux, ça peut être compliqué, mais quand on est plusieurs, moi, c'est ça qui, pour l'instant, je ne sais pas trop fonctionner comme ça. Et c'est ça qui m'intéresse de découvrir un peu, quoi. Avec les bons et les mauvais côtés, hein. Tu nous fais une version authentique de ça. Ok, ok. Bah, écoute, d'abord, le premier élément, enfin, je te parle de ma petite expérience parce qu'il n'y a Oui. pas, à mon avis, tu vois, Ah tu bah, n'as il n'y a pas pas une de recette solution miracle, miracle. hein. Ouais, voilà. Ça, c'est C'est en sûr. fonction des ressentis et des vécus de chacun. Moi, de mon expérience, ce que j'ai pu constater en participant à ce projet collectif, c'est que c'était d'abord nécessaire pour nous de travailler tous ensemble autour d'une vision partagée. Voilà. Eh ouais. Ça a été vraiment le socle, la clé de départ. Et puis après, pour ma part, bah, j'ai découvert et appris qu'il fallait être patient, faut être tolérant, faut être bienveillant, parce que là, plus on est nombreux, plus tu as de culture, de vision, de sensibilité différentes. Et puis, comme tu disais, par rapport au bon côté et au mauvais côté, moi, plutôt que de parler de mauvais côté, c'est plutôt ce que j'appellerais les tensions, c'est-à-dire qu'il faut accepter les tensions. C'est-à-dire que dans un projet collectif, ouais, il peut y avoir des divergences et c'est tout à fait normal. Ça fait partie du processus. Et ces tensions, tu vois, il faut même les remercier quelque part. Parce que ce sont elles qui font émerger finalement la créativité et puis de nouvelles solutions, tu vois. Après, j'ai aussi remarqué qu'il fallait avoir confiance en l'autre. Dans un groupe, tu es obligé à un moment, tu veux que ça marche, il faut accepter de faire confiance aussi, tu vois. Voilà. Faut aussi être prêt parfois à renoncer à son je veux au profit de l'émergence d'une vision collective. Tu vois. Donc, il y a tout ça. Et puis après, je constate qu'il faut savoir distinguer quand tu montes les marches collectivement, tu as des choses aussi, il faut distinguer des temps courts et des temps longs. C'est-à-dire que tu as des choses sur lesquelles tu peux considérer que c'est un temps long. Nous concernant, par exemple, on voudrait imaginer un festival. Bah, c'est un temps long. Et par contre, tu as certains locataires qui vont avoir besoin de chauffer une pièce, d'avoir une meilleure lumière pour travailler dans de bonnes conditions. Bah, ça, c'est un temps court. Et tout ça, tu vois, ça s'orchestre. Ces priorités, ces choses-là, voilà. Donc ça, c'est pour la partie plutôt ressenti conseil. Après, très concrètement, enfin, je sais pas si ça.
Ah Si bah tu oui, veux qu'on en parle et tout ça. c'est exactement ça qui m'intéresse parce que Ok. c'est ça la vraie vie quand on veut constituer le collectif. Donc, vas-y, continue de raconter comment ça s'est passé et Ouais, si tu as des anecdotes aussi pour illustrer ce qui se passe. Parce que moi, j'ai suivi des cours de formation sur l'intelligence collective. Tu parlais de la sociocratie. Là, je suis ouais. actuellement en train de. J'ai suivi des webinaires, j'ai lu des livres. Là, je suis en train de faire une formation avec un intervenant à Caen. Mais après, quand on y est pour de vrai, c'est intéressant que tu nous partages ton expérience et je te Ouais. laisse la parole sur ça. Bah, écoute, concrètement, pour la possiblerie, si tu veux, déjà, il faut considérer finalement qu'il y a plusieurs organismes vivants dans le collectif déjà. Tu vois, donc moi, pour te parler un petit peu du concret, on peut déjà distinguer d'un côté l'ASC, la centaine d'associés, et de l'autre les locataires. Concernant l'ASC, si tu veux, on s'est rendu compte que pour se fédérer autour d'une vision partagée, on a eu besoin, en plus de l'ASC, de créer une association. Et cette association, on l'a fait vivre en s'appuyant sur la méthode de l'Université du Nou. L'Université du Nou, c'est une coopérative canadienne d'accompagnants à la gouvernance partagée, qui partage plein de ressources. D'ailleurs, c'est vraiment top. Donc, nous, ils nous ont bien aidés. On a puisé des ressources auprès de leur site Internet. Et donc, on a modélisé une gouvernance partagée en créant des cercles. On a un cercle communication, on a un cercle valeur, un cercle événementiel, cercle maraîchage. On a fait les cercles dont on pensait avoir besoin. Et puis un cercle, quand il a rempli sa mission, il peut s'éteindre au profit d'un nouveau cercle qui émerge. C'est quelque chose de vraiment vivant. Et alors, comment on a fait pour chaque cercle? Si tu veux, on avait besoin d'un facilitateur, c'est-à-dire quelqu'un qui l'anime. Voilà. Oui, Et j'allais te poser la question. Il y a eu quelqu'un ou plusieurs personnes qui vous ont accompagné dans ces différentes étapes. Alors, on se l'est approprié à partir des fiches de l'Université du Nou et on s'est dit comment on va faire. On va aller jusqu'au bout de la méthode qu'ils proposent qui est intéressante et on a expérimenté l'élection sans candidat. Ah oui. C'est-à-dire que pour chaque cercle, on a constitué un noyau d'une dizaine, douzaine de personnes par cercle et puis on a fait un tour de table. Chacun a voté pour une personne de ce cercle en disant moi je te verrai bien toi facilitateur et voilà les arguments que j'ai en ta faveur. Et puis, une fois qu'on a fait ce tour de table, on fait un second tour de table pour que chacun puisse éventuellement repositionner son vote au regard des uns et des autres. Et puis, c'est comme ça, finalement, que par un consentement collectif, tu fais naître des facilitateurs pour chaque cercle. Voilà. Et ça a plutôt bien marché. Donc, les cercles, maintenant, ils vivent chacun de façon autonome. Et puis, au milieu de tous ces cercles, de toute cette grappe-là, on a un cercle de coordination qui vient faire la synthèse des uns et des autres. Voilà, et puis c'est participatif, c'est inspirant et c'est surtout idéal pour construire le socle d'un collectif. Voilà, Ouais. pour ancrer vraiment nos valeurs. Et ça prend du Donc, temps de mettre en place tout ça. Tu ouais, parlais c'est des très temps long. longs et des temps courts, mais là, tout ce que tu racontes, moi, si je me dis, tiens, il va falloir que je me mette en route pour trouver des partenaires, après organiser ce genre de choses et puis donner vie à ça, il faut se dire qu'à peu près, ça va sur 6 mois, 1 an pour arriver à faire émerger les choses ou en un trimestre, on lance les bases et après, on est dans l'action. Enfin, tu vas me Bah, répondre qu'on ne peut pas donner une réponse universelle, mais comment ça s'est passé à la sensiblerie, qu'on ait une idée un petit peu du timing de tout ouais, pour ça. nous, ça nécessitait 1 an et demi environ, tu vois. Ouais, Voilà, parce qu'après, comme je te disais, par rapport à ma sensibilité, moi, j'ai découvert qu'il fallait être patient. oui, Être patient, ça veut dire que tu acceptes l'idée que chaque groupe soit autonome dans son fonctionnement, quoi. ouais. Donc, tu peux avoir un groupe qui va faire 2, 3 réunions dans le mois et un groupe qui va faire une réunion tous les 2, 3 mois. Tu vois, il peut y avoir des temporalités un petit peu différentes. Et puis, il faut accorder tout ça. Donc, le temps qu'on se mette tous d'accord autour de cette vision partagée, ça prend un peu de temps, ouais, ouais, carrément. Par contre, ce qui est assez génial, c'est que tu vois, je peux faire le parallèle avec la construction d'une maison. C'est comme si tu faisais tes fondations de façon très, très solide, quoi. Eh oui, C'est long parce que tu vois pas les murs de la maison, tu vois pas les peintures, le toit, la déco, tu vois rien, quoi. C'est le eh oui. socle, c'est la base, Il c'est faut être la, patient.
Mais par On est contre, dans c'est le très, lâcher prise là, ouais, vraiment c'est sur. solide. Eh oui, eh oui. Bah, les différentes formations, webinaires et tout ça, j'ai fait le MOOC Transition écologique et je fais les MOOC du mouvement Colibri, là, sur les oasis, etc. Bah, les intervenants disent exactement ce que tu nous partages. Il faut prendre le temps de poser les bases et pas se précipiter et à faire des bras de force de décision, etc. Donc, je vois Ouais. que ça a bien fonctionné dans le cadre de la possiblerie. Donc, ça donne des perspectives encourageantes pour ce type de fonctionnement. Au bout du compte, c'est combien de personnes en tant qu'individu là dans ce fonctionnement en collectif? Ben, nous, concrètement, on est 106, Oui, 106 associés. qui ont Donc, acheté le château. tout à fait. Et après, finalement, D'accord. qui s'implique dans les cercles, à les faire vivre au quotidien, ben, je dirais là, au moins la moitié. Tu vois, là, Ouais. donc, tu as une cinquantaine de personnes. Eh oui. Voilà. Donc, ça fait quand même du monde. Et puis, à côté de ça, donc ça, c'est pour le côté associé. Et puis, nous aussi, on a évidemment notre organisation autonome en tant que locataire, qu'entrepreneur qui sommes sur le site. Donc, on s'est baptisé le poste, nous, on appelle ça le poste. Et le poste, ben, on se fait des réunions mensuelles, tu vois, et puis on s'est modélisé un type de réunion, c'est-à-dire que à chaque réunion, on fait un tour d'inclusion, c'est-à-dire comment ça va les uns les Ouais. autres, pouvoir évoquer bah, ses kiffs du mois pour être dans quelque chose de positif, penser à se faire un tour de table où on se remercie les uns les autres. Voilà, c'est Ouais. important, tu vois, La de penser gratitude, à se ouais. remercier. Mhm. Voilà. Se raconter nos actualités et puis nos envies collectives, qu'est-ce qu'on veut faire ensemble, tu vois. Donc, en travaillant comme ça, finalement, entre les temps longs de l'AC, les temps courts collectifs des locataires, ben, tout ça, ça crée un équilibre intéressant où on découvre à chaque fois, quoi. Voilà, mais c'est bien, c'est top, ça marche. Eh ben, moi, m'inspire beaucoup et je te remercie pour ce partage d'un exemple très, très concret. J'ai bien conscience que j'ai du chemin à faire, mais je crois que ce qui est important, c'est la vision et puis d'y croire. Donc, moi, pour l'instant, je suis en train de mûrir ça et quand je vais m'exprimer là-dessus, je vais pouvoir. Pour l'instant, si tu veux, moi, j'ai un problème matériel, c'est que je vis à Trouville, sur la côte fleurie, dans le Calvados. Et mon Ouais. projet, je veux le faire dans la Manche, dans le sud-Manche, entre Granville et Avranches. Donc, pour l'instant, je suis plutôt en phase, moi, de mûrir, de me former, voilà, de constituer mes ressources. Et je suis accompagnée par une structure régionale qui s'appelle l'ARDES, qui accompagne les projets. Et là, actuellement, je suis en formation sur les jardins partagés, etc. Donc, on va dire que là, l'année qu'on a devant nous, je suis en train de prendre des forces et constituer mes ressources. Et l'année prochaine, je vais déménager dans la Manche et là, je vais passer à une autre étape, celle de trouver des partenaires et de constituer un premier collectif et puis de mettre en route une première comment dire, concrétisation de quelque chose. Et j'ai bien conscience de la notion du temps. Mais tant que je ne suis pas sur place, je pense qu'il faut que je prenne du temps pour mûrir le projet et voilà quoi. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de faire le podcast parce que je me suis dit pendant Eh cette année ben, très je bonne vais idée. faire vivre mon histoire et je vais aller rencontrer des personnes qui peuvent être des futurs partenaires ou des futurs inspirants etc. Et de partager et je vais continuer ce podcast là en 2022 même si c'est très très prenant en termes de temps mais je suis émerveillée avec chacun des invités et c'est vraiment dans l'objectif de donner vie à mon tiers-lieu et de constituer un réseau aussi, hein, parce que on sait bien que tout seul, on ne va pas très très loin, quoi. Alors tout à l'heure, à l'intro, tu as parlé de ton autre collectif, tu as évoqué l'écosphère à Gélos à Bordeaux. Est-ce que tu peux revenir un petit peu sur ça et nous dire concrètement, moi du temps où j'étais à Bordeaux, il y avait l'association des communicants, le club de la presse, il y avait des tentatives entre agences pour se faire des partenariats, etc. Mais j'ai l'impression que le business de la com est devenu très compliqué
C'est une des raisons pour lesquelles moi je suis partie de ce business-là, même si je suis toujours très centrée sur la com parce que j'aime beaucoup ça, mais je suis plus dans le business de la com. Et comment ça fonctionne des partenaires de communication ensemble sous ce nouveau modèle de ton écosphère Agelos? Raconte-nous ça. Bah, écoute, déjà peut-être te dire juste en quelques mots comment ça s'est passé, parce que c'est vrai que ça intrigue et interpelle certains de mes clients quand je leur dis que je cohabite avec d'autres agences de communication. Ben oui. Alors, tout le monde ne comprend pas. Alors après, quand tu expliques et tout ça, ça se fait, hein, mais c'est vrai que mes clients, quand ils transposent, certains se disent, mais moi, Franck, j'aurais pas pu me regrouper avec des concurrents. Oui, c'est ça. Tant qu'on est dans la notion verticale de la Ouais. concurrence, on est toujours sur ces a priori-là. Et Alors on le peut-être que dans voyait bien certains, dans les structures que j'évoquais. Je ne citerai pas les noms parce que peu importe. Mais moi, ce que j'ai connu dans les années 2000-2010 sur Bordeaux, c'est qu'il y avait une très forte concurrence. Et puis, il y avait pas mal de pots de banane derrière les beaux sourires des soirées mondaines, il faut le dire concrètement. Et c'est ouais, pas à ouais, Bordeaux, hein, c'est pareil partout. Quand je suis arrivée en Normandie, j'ai découvert le même cinéma à Rouen et à Caen. Donc, c'est cette notion de concurrence qui excite un peu. Bon. Mais là, on est sur un autre modèle. Donc, justement, raconte-le nous et comment on arrive justement à pas être dans ce schéma vertical de hiérarchie et de notion de concurrence. C'est ça ouais, qui est intéressant de découvrir. ouais, ouais. Bah, écoute, déjà, ça a commencé, cette histoire, le jour où un de mes ex-collaborateurs, Jérémy, avec qui j'avais régulièrement des entretiens, me faisait part naturellement de ses aspirations dans la suite de sa carrière. Et finalement, les discussions que j'ai pu avoir avec lui ont fini par nous faire constater que on arrivait à un stade où il y avait une divergence de vision de projet, qu'on respectait l'un et l'autre. Et moi, je me suis dit, tiens, Jérémy, son projet à lui pourrait bien désormais correspondre à l'agence Agelos, qui est une agence que je suivais par ailleurs sur les Mhm. réseaux sociaux, etc. Je ne les connaissais pas plus que ça. J'ai pris le soin d'appeler Alain Gross, le dirigeant de l'agence Agelos, et je lui ai dit, est-ce que ça t'intéresserait de compter Jérémy dans tes rangs? Je lui en ai parlé de tout ça. Alors lui aussi, il a plutôt été surpris de la démarche au départ, Ah oui. parce que j'étais en train de lui dire, j'ai un très bon élément pour toi. Chose Oui, que je oui. pensais, chose que je Mhm. pensais réellement, et Jérémy est un très bon élément. Et finalement, en discutant, petit à petit, les choses se sont faites. Donc, tu vois, je trouve ça, enfin, moi, je suis très heureux et fier de ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le fait d'avoir considéré Agelos non pas comme un concurrent, mais comme un confrère à qui je pouvais apporter quelque chose, ça pouvait aussi apporter quelque chose à Jérémy, et ça pouvait, moi, participer à réorienter Inative comme je l'entends au sein de la possiblerie, etc. Tu vois, tout le monde était gagnant. Eh oui. Et donc, c'était une belle histoire. Et finalement, je remercie Jérémy pour ça, pour la franchise des discussions qu'on a eues. Et je remercie Alain Gross, avec qui j'ai pu nourrir des conversations qui font qu'aujourd'hui, Inative a pu installer son siège social au sein de l'agence d'Alain, et je peux co-construire des projets avec Agelos, qui n'est pas un concurrent, enfin qui est un confrère. Pourquoi c'est un confrère? Parce que là aussi, en me nourrissant de ce que l'on a co-construit avec la possiblerie, je l'ai quelque part appliqué avec Agelos, et Agelos connaissait déjà ses méthodes de sociocratie, donc finalement on parlait le même langage, et c'est naturellement qu'on s'est considéré comme des alliés, quoi, tu vois. Et Oui, donc c'était aujourd'hui, pas de c'est la génial. sous-traitance comme souvent on fait une agence de com qui va aller sous-traiter avec tel et tel partenaire technique. Ouais, C'est pas du tout ça. C'est vraiment une synergie des intelligences et complètement. une mise en commun des idées, quoi. C'est ça, si je comprends bien. Ouais, 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 tout à fait, tout à fait. Donc, bah, tu vois, aujourd'hui, moi, si je m'autorise désormais à parler de méthode de co-construction chez Inative, je le dois à Agelos aussi aujourd'hui, et à la possibilité à Agelos. Donc, comme tu dis, c'est ça, nous ne sommes que des rencontres, en fait. Et en Eh fait, oui. se nourrir des rencontres que l'on fait, d'écouter, d'entendre, d'essayer de faire ensemble, enfin, moi, ça ouvre le champ des possibles, c'est assez génial, quoi. Donc aujourd'hui,
ouais, moi, je suis heureux dans le schéma Inative de pouvoir à la fois co-construire à Bordeaux avec d'autres agences et de pouvoir co-construire avec des agriculteurs, des artisans, tu vois. Moi, c'est quelque chose il y a quelques années, je me suis dit, mais j'aurais jamais pu imaginer ça et voir, comprendre comment faire ça. Et puis finalement, petit en petit, tu vois, tu regardes pousser un arbre dans les vignes, tu te demandes pourquoi, tu Oui. rencontres des gens, tu écoutes un de tes collaborateurs, ses aspirations, tu comprends que sa vie, elle peut être ailleurs que chez toi, il n'était pas prisonnier chez Inative. Et de bout en bout, tu vois, en fait, je fais vachement le parallèle avec la nature, quoi. C'est-à-dire que plutôt que de la contraindre, si tu l'observes et que tu l'accompagnes, il se passe des choses géniales. Et tu peux appliquer ça à l'humain, quoi, finalement. Et probablement, dans un autre registre, à la santé aussi, parce qu'on pourra en parler un peu après, mais Ouais. tu vois, tout est lié. Tout est lié. On n'est pas que entrepreneur, on n'est pas que papa ou maman, on n'est pas que, etc., etc. On est tout. Et mettre tout ça en parallèle, ben, moi, c'est la vie que je vis en ce moment et qui est assez géniale. Voilà. C'est un changement comment dire, de mode de fonctionnement. On a tous été formés. Bon, je suis plus âgée que toi, mais on est quand même dans le même type de formation où on avait une vision pyramidale de l'autorité, de la hiérarchie, qui amène la notion de concurrence, etc. Et là, tout ce que tu racontes, c'est une vision d'écosystème et de cercle. En as parlé tout à l'heure, et c'est ça qui change tout. Et moi, j'ai aussi envie d'aller vers ça dans le futur que je suis en train de me construire, et je suis admirative de ce que tu viens de raconter. C'est un super chemin entrepreneurial, en fait, très engagé, et tu as parlé de raison d'être, des valeurs, et c'est vrai que ça change tout dès qu'on est dans cette réflexion-là. Et tu viens de faire une grosse nouvelle version de ton site internet, et tu y décris les 8 engagements de ton agence. Alors, on ne va pas faire les 8, on invite les auditeurs à aller, je mettrai évidemment le lien pour aller découvrir tout ce qui est expliqué, c'est très riche et passionnant. Je vais mettre le doigt sur un des engagements qui est la vie sobre et bienveillante au bureau, parce que justement, cette manière de travailler, c'est aussi une façon de prendre soin de sa santé, une forme de chemin de résilience. Et bah, moi, c'est mon grand dada, hein, c'est mon grand sujet. Alors, je vais te tendre le micro sur ça. Comment tu as abordé ça et comment tu allies travail et santé pour toi, pour ceux qui sont avec toi, et justement tout cet écosystème. Mais raconte-nous ta démarche vers ça, justement. Alors, ouais, là, c'est un vaste sujet, vaste question. Écoute, Eh oui, en tout cas, tel que je le vis, moi, la possiblerie, si tu veux, j'y trouve toutes les choses essentielles à ma santé aujourd'hui. Alors, en gros, c'est quoi? Je me suis questionné là-dessus et je me suis dit déjà, de manière très globale, très générale, on a fondamentalement besoin d'amour. Et en fait, c'est ce que peut offrir un collectif grâce au partage et à la bienveillance. Ensuite, pour ma part, je suis assez attaché aux enfants, autrement dit à la transmission. Et quand il est question de domaine agricole, de possibleries, de terre, de faire des choses participatives, en fait, tu transmets quoi. On est là pour transmettre. Et moi, quand on est à la possiblerie et que le samedi, on se réunit avec des familles pour entretenir le jardin, la bâtisse et que les enfants sont là, qui nous voient faire des choses ensemble et qu'on prend le temps de leur expliquer pourquoi il y a des arbres au milieu des vignes ou pourquoi on fait des choses ensemble, pourquoi là, il y a des papillons sur ces fleurs-là, etc. Et qu'on peut leur raconter une vision systémique des choses. En fait, je pense que ça les nourrit, les enfants. Et il faut qu'on leur inculque, selon moi, ce type de valeurs. Et puis après, bah, écoute, j'y trouve. Ce que je trouve important pour la santé, c'est la terre. Parce qu'elle nourrit le corps. Donc, quand tu fais attention à la terre, tu fais attention à l'individu, aux êtres humains. Et puis après, ce que j'espère qu'on apportera aussi progressivement au sein de la possiblerie, c'est la culture. Parce que tu vois, la terre, elle nourrit le corps et la culture, à mon sens, elle nourrit l'âme. Et on a besoin des deux. Donc eh oui. finalement, euh, ouais, tout ça, ça va ensemble. Donc pour moi, si tu veux, le amour, enfant, terre, culture, bah, c'est un petit peu mon carré magique et ma vision de la possiblerie et d'y vivre. Parce que voilà, c'est pas uniquement un lieu de travail, c'est un lieu de vie, quoi, en fait. Voilà.
Eh oui, c'est une belle image, une belle inspiration ce que tu nous racontes. Alors, avant d'arriver vers la conclusion de notre épisode, est-ce que tu veux nous partager des news pour les prochaines semaines? Comment tu envisages ce début d'année 2022? Enfin, voilà, quel est ton champ des possibles? Bah, écoute, alors, sous l'angle collectif, je pense à mes copains là, de la possiblerie pour leur faire un petit clin d'œil. Je peux annoncer que Lisa Ribé, son atelier de cuir recyclé, va lancer son site e-commerce là, dans les semaines à venir. Donc, je suis très content pour elle parce que je sais que c'est un long cheminement aussi. Voilà, Lise, elle est sur deux métiers en même temps. C'est une communicante comme toi et moi. Ouais, je l'ai Elle connue change, aussi dans le voilà, temps. elle change de Voilà. métier, donc Ouais. je suis super content pour elle. Voilà, elle Ah va ouais. lancer son site. Ça matérialise beaucoup de choses dans son chemin. Voilà, sinon, écoute, l'actualité à venir, c'est tout frais, mais on parle en ce moment de tous les acteurs de la possiblerie. Tu vois, on avait une réunion hier à ce sujet. On se dit qu'il est bientôt l'heure de créer une coopérative, une association, enfin quelque chose qui vraiment nous fédère d'un point de vue du statut, économique et tout ça. Enfin, on n'a pas encore cette structure. On est juste des entreprises individuelles et voilà, on va mettre en place une coopérative, donc on est content de ça. Voilà. Une coopérative d'entrepreneurs, c'est ça? Ouais, je ne sais pas encore quel sera le véhicule. Est-ce que c'est une association, une coopérative? Je ne sais pas encore. On est plutôt, comme je te le disais tout à l'heure, à se demander pourquoi plutôt que comment pour Ouais, l'instant. ouais, ouais. Donc, je ne sais pas quelle forme ça va avoir, mais on sent que ça mûrit bien. Voilà. Donc, ça va être notre prochain chantier tous ensemble. Bon, Voilà. ben super. J'ai deux intervenantes dans le podcast qui ont parlé de coopérative, qui ont parlé aussi comme toi hein, d'intelligence collective. C'est Lydie et Laurence dans les premiers épisodes du podcast qui ont parlé de coopérative d'entrepreneurs et je remettrai pour qu'on fasse le lien sur l'explication de ça en particulier. Eh bien, écoute, c'est un super partage et je suis émerveillée par ce que tu nous as raconté. Mais avant de terminer, il y a les deux questions identiques que je pose à tous les invités du podcast. Alors, tout d'abord, dans ton quotidien, comment tu fais le lien entre ta santé et ton alimentation? Écoute, il y a plus, en fait, j'ai eu plusieurs déclics hein, sur le côté santé, alimentation. Déjà, il y a quelques années, je me suis mis à pratiquer l'apnée, tu sais, la nage, Oui, piscine, apnée, tout ça, voilà. Et en faisant cette discipline, j'ai découvert qu'il fallait faire attention à sa digestion, à son alimentation. oui. Ah ouais, c'était important, tu vois, voilà. Et donc finalement, j'ai modifié par le biais de l'apnée, ça a été l'outil pour me poser des questions et tenter des choses qui font que je me sens mieux aujourd'hui, tu vois, voilà. Alors là aussi, c'est des choses, c'est perso, hein, mais je me suis aperçu qu'avec moins de blé, moins de gluten, tout ça et tout ça, tu vois, j'étais moins fatigué. Eh oui, ça. Je me sentais mieux que le fait de boire du lait végétal plutôt qu'animal. Moi, personnellement aussi, ça m'a aidé. Quand j'avais des petits coups de fatigue pour le sport, tout ça et tout, ou pour le travail, hein, je me suis mis à boire des infusions gingembre hortipiquantes, tu vois, c'est des choses Mhm. qui m'ont fait du bien, voilà. Et puis après, ouais, dans les déclics aussi, tu vois, un moment, j'ai lu, je me suis aperçu, j'ai appris que euh, de la quantité colossale d'eau et de céréales qu'il fallait pour élever du bétail destiné à être mangé, enfin, ça m'a vachement Ça fait interpellé. réfléchir. Ah oui, Ouais, sur le ça plan fait peur hein, quand écologique, on regarde ça. Ouais. ouais, alors j'ai plus les chiffres en tête, mais tout ce que je peux te dire, c'est que ça a été un choc. Mm. Et je me suis dit, Moi tiens, aussi. parfois, plutôt que de manger de la viande, est-ce que je peux pas directement manger la céréale, quoi, plutôt, tu vois voilà, alors je te dis pas que je mange plus de viande, j'en mange toujours, mais j'en mange moins et je me questionne. Voilà, je fais attention. Tu vois, voilà, tout ce genre de choses. Et tout ça, eh ben, c'est lié de façon à ma santé. Hein. Ça se ressent, moi, ouais, sur mon bien-être, mon énergie, ma digestion. Voilà. Voilà ce que je peux te dire là-dessus.
On retombe toujours sur ces histoires de gluten et de lactose, hein. Moi, j'ai fait ce chemin-là de façon un peu violente par rapport à la fibromyalgie, où moi, c'était vraiment au niveau de la digestion où se localisait le problème. C'était dans mes années à Bordeaux et c'était difficile de concilier une alimentation avec la gastronomie d'Aquitaine, qui est quand même très riche et très grasse, il faut le dire. On mange quand même du foie gras très régulièrement. Moi, je m'en suis rendu compte quand je suis arrivée en Normandie, où je n'en ai plus jamais mangé. Mais l'air de rien, quand on mange dans les restos à Bordeaux, on mange du foie gras à peu près toutes les semaines sans s'en rendre compte, quoi, hein. Ou du magret, etc. Et quand on commence à se poser un petit peu des questions sur l'écosystème de tout ça, on voit bien qu'on retombe sur les mêmes choses. Tu n'as pas parlé des légumes, mais comme il y a un maraîcher dans la possiblerie, j'imagine que tu es sur des légumes bio, locaux et de saison aussi. Et ça, c'est une grosse clé, Mais quoi. tu fais bien de le dire. Enfin, moi, ça me paraît tellement C'est tu vois, tellement évident évident. aujourd'hui Oui, dans mon oui. quotidien que je Mais le tu as dis oublié plus. de le dire, c'est pour ça que je te Mais tu as reprends, raison. parce que c'est la base. Et quand on Ouais, commence par complètement. ça, c'est là qu'on tire le fil et qu'on s'aperçoit que on a des inflammations, des ballonnements et tous les dysfonctionnements de la digestion. Et puis tu as évoqué l'impact sur l'énergie. On tire tous les mêmes conclusions. Et je suis contente parce que chacun de mes invités le dit. Et c'est difficile à faire comprendre aux malades chroniques. C'est paradoxal, mais dans le coaching que je fais auprès des malades chroniques, je m'aperçois que ce lien est très difficile à faire, alors qu'il est tellement évident pour les gens qui sont en bonne santé. Donc, c'est aussi ce que je veux faire passer dans le podcast, c'est que, voilà, justement, quand on est en bonne santé, c'est qu'on s'est posé ces questions-là et on n'est pas allé au bout du bout de dérégler une homéostasie et de pas pouvoir revenir à un équilibre en santé, hein. C'est ça la maladie chronique, c'est qu'on ne peut pas rétablir une homéostasie entre guillemets parfaite. Donc, j'attire l'attention aux malades chroniques qui écouteront encore une fois, voilà, encore une fois, un invité qui dit bien, c'est ça le lien, quoi. Donc, merci pour ce Ouais, partage. ouais, Et complètement. alors, pour conclure, bon, j'ai une petite idée des réponses, mais je vais quand même te la poser parce que je suis sûre que tu as quelque chose de merveilleux à nous partager. C'est comment faire pour rallumer les étoiles dans sa vie. Écoute, là aussi, de ma petite expérience, de mon point de vue, je dirais que c'est savoir dire merci, savoir dire pardon et savoir dire je t'aime. Voilà. Eh oui, beau programme. Eh bien, écoute, merci beaucoup, Franck Cheng. Je mettrai évidemment les informations pour te suivre dans le descriptif de cet épisode. Et c'est vraiment un plaisir d'avoir partagé ça. Je suis impressionnée par le cheminement que tu as fait et tu me donnes un peu un horizon avec ce que je veux faire parce que, voilà, je pense que je reviendrai vers toi. On a certainement peut-être à collaborer dans la suite de mes projets. On verra bien comment ça se met en place, mais en tous les cas, un grand merci et voilà, au revoir. Ouais. Ouais, merci également, hein. Je pense que tu aurais plein de choses à m'apprendre aussi, donc ça sera avec plaisir pour qu'on continue à discuter ensemble et avancer avec grand plaisir. Je te Mais remercie pour cette interview. ce qui est certain, c'est que si j'étais encore à Bordeaux, je pense que je ferais partie des écosystèmes dont tu as parlé d'une façon ou d'une autre. Ça, c'est certain. Alors, à Merci. bientôt et merci aux auditeurs. Au revoir. Merci à tous. Au revoir.